Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler de la suprématie des échecs russes puis soviétiques au XXe siècle. Alors dans l'Empire tsariste, avant 1917, il y avait une tradition de jeu d'échecs, une tradition échiquéenne, qui s'est incarnée dans trois joueurs principaux. Alors le premier c'est Mikhail Tchigorin, qui est considéré comme le père des échecs russes. Tchigorin fut un des meilleurs joueurs du monde à la fin du XIXe siècle. Il a même joué un match contre le champion du monde de l'époque, l'austro-hongrois Wilhelm Steinitz, qu'il va perdre. Il n'en reste pas moins qu'il va marquer la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Il est connu aussi pour être un grand théoricien. Il va d'ailleurs donner son nom à une défense, la défense Tchigorin, et il va créer un magazine échiquéen, Shakhmati, je ne sais pas comment ça se prononce en russe, qui est un magazine très connu, qui fut très connu par les joueurs d'échecs du monde entier avant l'arrivée des bases de données et des ordinateurs. Alors, Alexandre Alekhine va remplacer Tchigorin. Alekhine est un génie précoce des échecs. Il va connaître la révolution bolchevique, puisqu'il était en Russie à cette époque, et il va avoir des problèmes avec les bolcheviks, tout simplement parce qu'il n'est pas issu de la classe prolétarienne. Or, c'est une époque de guerre civile, après 1917. Il aura quelques problèmes avec la police politique, il sera arrêté 2 fois, et la légende dit qu'il va même jouer en prison une partie contre Trotsky, éminent joueur d'échecs aussi, le chef de l'armée rouge. Alors, en 1921, dans une Russie très incertaine, il va prendre la poudre d'escampette et il va se réfugier en France, où il va obtenir la naturalisation, la nationalité française, et il va devenir champion du monde en 1927 en battant le cubain José Raúl Capablanca. Alors, de 1927 à 1937, il va globalement garder son titre, même s'il va le perdre une fois contre le mathématicien batave Max Euwe, mais il le récupérera en 1937 dans un match revanche. Alors, l'autre figure, la troisième figure des échecs russes, c'est Efim Bogolyubov, qui est un très fort joueur du début du XXe siècle, qui va perdre 2 matchs d'ailleurs pour le titre mondial contre Alekhine, son compatriote, en 1929 et en 1934. Et Bogolyubov, lui aussi, fuira la Russie bolchevique et lui ne s'exilera pas en France mais en Allemagne, où il va même jouer dans l'équipe nationale allemande. Bon, on peut aussi parler d'un quatrième très grand joueur qui est né dans l'Empire tsariste, en Pologne, c'est Samuel Reshevsky, enfant prodige, qui lui se réfugiera aux États-Unis. Alors pourquoi cette puissance des échecs russes ? Alors moi je m'inspirerai de la théorie des climats de Montesquieu, qui dit qu'en fait le climat impacte les pratiques culturelles des individus. Tout simplement parce que la Russie est un pays où il fait très froid, où si vous habitez à Saint-Pétersbourg, près du cercle arctique, il peut y avoir 4 mois, voire plus, quasiment dans la nuit, et donc il faut bien s'occuper pendant ces longues soirées d'hiver, et les échecs, évidemment, sont un jeu qui est très adapté à une occupation saine pendant ces périodes très froides et très noires. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs que le pays où il y a le taux où il y a le ratio entre forts joueurs et population, c'est l'Islande. C'est pas étonnant puisque l'Islande en fait est proche du cercle arctique et il fait très froid aussi, et donc les Islandais se sont mis aux échecs. Il y a une deuxième raison qui peut expliquer la puissance des échecs russes. Il faut savoir qu'en Russie, dans l'Empire tsariste, il y avait une communauté juive la plus importante du monde, et plusieurs millions de juifs en Russie. Et il faut savoir que chez les juifs, lors du jour du Shabbat, le samedi, beaucoup de jeux sont interdits, notamment les jeux de hasard, les jeux d'argent, mais les échecs sont autorisés. C'est pour ça que il y a beaucoup de grands joueurs d'échecs en fait qui sont de confession juive, comme Samuel Reshevsky par exemple. Alors, ce qui va apporter un coup de boost véritablement au développement des échecs en Russie, c'est l'arrivée des bolcheviks au pouvoir en 1917, en octobre. Alors déjà, Lénine est un bon joueur d'échecs, mais la seule passion de Lénine sera la révolution et donc
il ne va pas avoir un niveau, je dirais, de très très bon joueur. Trotsky, le chef de l'armée rouge, était aussi un bon joueur d'échecs. Et d'ailleurs, on a des photos, alors non pas de Trotsky qui joue aux échecs, mais on a pas mal de photos de Lénine jouant aux échecs, notamment contre un autre bolchevique, Bogdanov, contre Gorky, ici sur la photo, ce qui prouve que Lénine, en fait, aimait bien ce jeu. Mais il y a un compagnon de Lénine qui s'appelle Nikolai Krylenko, qui fut un éphémère commandant de l'armée rouge en 1917, il fut remplacé par Trotsky, qui lui va vouloir développer les échecs en URSS pour développer le capital culturel des prolétaires. En 1924, il crée la Fédération soviétique des échecs, et en 1928, il va lancer un plan quinquennal d'apprentissage des échecs en URSS, apprentissage dans les écoles, dans les syndicats, dans les komsomols, qui va se traduire en 1939 par 1 million de joueurs d'échecs licenciés à la fédération en URSS, ce qui est un chiffre colossal évidemment pour l'époque, puisque si on le compare avec les chiffres occidentaux, en Occident, en France par exemple, en 1939, il devait y avoir quelques milliers, ou quelques centaines, voire quelques milliers de joueurs d'échecs, pas plus. J'ai pas les chiffres, mais je sais que par exemple en 1970, en France, il y avait 8000 joueurs d'échecs. Donc vous vous rendez compte la différence entre le nombre de joueurs d'échecs en URSS et le nombre de joueurs d'échecs dans les pays occidentaux. Hein, cette différence s'explique évidemment par le fait qu'en URSS, l'État était derrière la formation échiquienne, ce qui n'était pas le cas en Occident. Alors ce Krylenko ne va pas totalement voir les résultats de son œuvre, puisque, alors qu'il était commissaire du peuple à la justice dans les années 30, il va être emporté par les purges staliniennes, la Grande Terreur. On va lui reprocher de s'occuper plus des échecs que du droit, et en 1938, il sera arrêté et exécuté. Mais la formation échiquienne à la russe était lancée, et tout naturellement, après la guerre en 1948, il va y avoir un tournoi pour désigner le nouveau champion du monde, et c'est un Russe, Mikhail Botvinnik, qui va gagner. Alors Botvinnik est une figure marquante des échecs soviétiques, puisqu'il va être considéré comme le père de la formation à la soviétique. Beaucoup de forts joueurs soviétiques vont passer par son école par la suite, notamment Anatoly Karpov et Garry Kasparov, pour ne citer que les deux plus connus. Alors, de 1948 à 1972, c'est-à-dire pendant 24 ans, il n'y aura que des champions du monde soviétiques, et il n'y aura d'ailleurs que des matchs pour le titre qui vont opposer deux soviétiques. Alors celui qui va être le plus pérenne comme champion, c'est Botvinnik, puisqu'il va rester champion du monde jusqu'en 1963, donc il a pris son titre en 1948. Alors il va perdre son titre 2 fois contre Smyslov et Tal, 2 soviétiques, mais il va en fait regagner dans un match revanche son titre. En 1963, il perd son titre contre Tigran Petrosyan, un Arménien, mais l'Arménie faisait partie à l'époque de l'URSS. Puis en 1969, un autre soviétique va succéder à Petrosyan, Boris Spassky, qui va perdre le titre de champion du monde contre l'Américain Robert Fischer en 1972 à Reykjavik, capitale de l'Islande. Alors cette perte évidemment du titre en 1972, même si elle ne sera qu'éphémère, puisque les soviétiques récupéreront leur dû en 1975, Fischer ne défendant pas son titre, ça a été un coup de tonnerre dans un ciel d'azur. Premièrement parce que c'était une époque de guerre froide, où l'URSS et les USA étaient opposés. Donc ce match d'échecs entre un soviétique et un américain, considéré comme le match du siècle, a été amplement médiatisé, et évidemment était éminemment symbolique au niveau de la supériorité entre les deux pays. Alors il faut savoir, évidemment, que le jeu d'échecs, durant la guerre froide, était instrumentalisé par l'État soviétique pour prouver la supériorité de l'homme soviétique sur l'homme capitaliste. Et évidemment, ce match entre Spassky et Fischer en 1972
était très important pour l'État soviétique, pour prouver cette supériorité contre le capitaliste Fischer. Bon, c'est pas ce qu'il a perdu, bon, il a mangé un peu de la vache enragée en URSS après, parce que les autorités l'ont un peu puni. Et d'ailleurs, Spassky, peu après, s'exilera en France, puisqu'il s'était marié avec une femme de l'ambassade française à Moscou. Bon, bref. Le titre est récupéré en 1975 par Anatoly Karpov, puisque Fischer n'a pas voulu jouer contre Karpov. Et Karpov va rester 10 ans champion du monde, de 85 à 1985. Il va par 2 fois battre Viktor Korchnoi, un autre soviétique aussi, qui était considéré comme un renégat, puisqu'il était parti du RSS en 1977, je crois, et il avait demandé l'asile politique, notamment aux Pays-Bas. Et après, ce seront les fameux matchs Karpov-Kasparov. Karpov va arracher le titre Kasparov va arracher le titre à Karpov en 1985, et Kasparov va le garder jusqu'en 2000. En 2000, où il va être battu par un Russe, Vladimir Kramnik, qui va garder son titre jusqu'en 2007, où il va le perdre contre l'Indien Anand. Donc, de 1927, date du titre d'Alekhine, jusqu'en 2007, perte du titre par Kramnik, on peut dire que les Russes et les Soviétiques ont été quasiment champions du monde jusqu'à pendant 80 ans, excepté les 2 ans où Ev a été champion du monde et les 3 ans où Fischer a eu le titre. Donc on peut dire véritablement que les Russes et les Soviétiques ont dominé de manière écrasante le monde des échecs au niveau des titres de champion du monde. Mais encore plus impressionnant, au niveau de la force des échecs soviétiques et russes, et des anciennes républiques du RSS, c'est qu'il y a un tournoi qui s'appelle les Olympiades, qui est un tournoi par équipe nationale, et de 1952 à 2012, c'est un tournoi qui a lieu tous les 2 ans, pendant 60 ans, l'URSS, donc jusqu'en 1991, date de la chute de l'URSS, et puis après les anciennes républiques soviétiques, l'Ukraine, l'Arménie, la Russie, sur 30 Olympiades, en ont gagné 28. Ce qui montre la puissance de l'école d'échecs soviétique. Et d'ailleurs, depuis 2012, la Russie, enfin les anciennes républiques soviétiques n'ont plus regagné les Olympiades, et ces 2 puissances montantes des échecs mondiaux, les États-Unis et surtout la Chine qui aujourd'hui détient le titre qui a gagné les dernières Olympiades. Alors, évidemment, après la chute de l'URSS en 1991, on va assister à un lent déclin, si je puis dire, des échecs des anciennes républiques soviétiques, tout simplement parce que, à l'époque de l'URSS, comme les échecs étaient vus comme un moyen de prouver la supériorité de l'homme communiste sur l'homme capitaliste, les échecs étaient massivement aidés en fait par l'État. En 1991, la situation change. Les échecs ne sont plus soutenus par les instances étatiques. Beaucoup de joueurs d'échecs soviétiques vont partir du RSS pour aller jouer dans un peu tous les pays occidentaux. Et donc, l'esprit de l'école des échecs soviétiques va être diffusé un petit peu dans tout l'Occident. Et de nombreux entraîneurs soviétiques, je ne vais pas tous les citer parce que ça serait la liste serait trop longue. De nombreux joueurs vont en fait entraîner toutes les équipes nationales des pays occidentaux. Je citerai 2 entraîneurs qui sont très célèbres. Mark Dvoretzky, qui est un entraîneur extrêmement connu, qui a entraîné de très forts joueurs, et qui a écrit notamment des livres de tactique et des livres sur les finales qui sont restés célèbres. Et puis, au niveau de la France, on a Yossif Dorfman, un ancien champion du RSS dans les années 70, qui fut secondant de Kasparov en 1984 et en 1985 dans ses matchs contre Karpov pour le titre mondial, qui lui s'est installé en France et qui a diffusé la méthode soviétique par un livre, La méthode aux échecs, qui est un livre très connu, qui est, je crois, épuisé, c'est dommage, et qui a notamment entraîné Étienne Bacrot,
très fort joueur d'échecs français et qui est arrivé plusieurs fois champion de France et qui a été numéro 10 mondial. Donc on peut dire que l'école soviétique des échecs n'est pas morte avec la fin de l'URSS, puisque évidemment tous les joueurs soviétiques qui se sont exilés dans les pays occidentaux ont diffusé les méthodes et le message de cette école. Donc on peut dire par exemple que l'école française des échecs, aujourd'hui, elle est la fille de l'école soviétique des échecs. Voilà, je vous remercie, à bientôt.